Les Américains ne veulent tout simplement pas travailler. Ça, c'est la phrase de Chef Créole, un entrepreneur des États-Unis, ok, de la Floride. On va parler de lui dans cette vidéo parce que son cas est exceptionnel. Vous êtes bien chez Ladoa, it's about everything. Et on regarde qu'est-ce qu'on est. On est en direction de la Floride, guys. Parce qu'il se passe quelque chose. Les médias même, on parle de ce côté-ci. Et il est originaire d'Haïti. C'est l'Haïti. Originaire. Oui. Si. Cette phrase aurait pu passer complètement inaperçue, sauf qu'elle vient d'un entrepreneur haïtiano-américain dont le restaurant dépend justement d'une main-d'œuvre haïtienne touchée par la fin du TPS. Et là, forcément, ça fait réagir parce qu'une question se pose. Les Américains ne veulent-ils réellement pas travailler ou ne veulent-ils simplement pas travailler pour certains salaires et certaines conditions? Parce qu'on le sait, ce genre d'entrepreneur haïtiano, tu veux pas travailler pour eux. Si tu travailles pour eux, c'est que tu n'as pas le choix. Tu es dans des situations temporaires, des situations de précarité, tu n'as pas le choix. Mais quand tu travailles pour eux, quand c'est rendu, si à chaque jeudi ou chaque vendredi que tu devais être payé, ils peuvent faire une semaine d'essai de ne pas te payer. Et là, le fait que tu es déjà dans une situation de précarité nouvellement arrivée, tu peux rien dire ou tu vas pas aller voir tes ressources. Mais en vrai de vrai, personne ne veut travailler pour eux. Vous êtes des piètres boss, des piètres patrons. On ne vous veut pas comme patron. On sait pourquoi. Donc, bienvenue en Gorgée Ladoa, guys. Aujourd'hui, on parle de Chef Créole, Wilkinson Séjour, du TPS haïtien, du marché du travail américain et surtout de cette vieille phrase utilisée depuis des décennies. Les Américains ne veulent pas faire ces jobs. Bien entendu, ils ne veulent pas faire votre job médiocre que vous offrez avec vos conditions encore plus médiocres. Et moi, j'ai envie de poser une question beaucoup plus dérangeante. Et si le problème n'était pas que les gens ne veulent pas travailler, mais que certains employeurs ne veulent pas suffisamment payer pour attirer les travailleurs? Parce que quand tu regardes, tu calcules que tu dis, je quitte chez moi, je prends mon transport, ou si je prends mon auto. En Floride, c'est plus les autos. Donc, il faut compter le gaz et tout ça. Pour aller dans des conditions de travail que je vais payer plus cher de sortir de chez moi que de rester chez moi. À quel prix? Parce que si on compte que tu as des enfants, l'argent que tu payes pour faire garder tes enfants, ou peu importe le temps de déplacement que tu comptes, souvent tu te rends compte que I'm paying more for that. So, on est chez Ladoa encore, on met des likes, on booste la vidéo, on regarde le dossier ensemble. Ok, guys? Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about every... I voted for Donald Trump. The Chef Creole restaurant in Miami's Little Haiti neighborhood is typically bustling with customers. Not today. People are scared. Owner Wilkinson Séjour says it's not just the clientele. After 34 years in business, he's lost his entire management team at 7 locations and will likely have to shut down 2 stores due to the end of temporary protected status. The end of TPS means for me that my future in the hospitality business is almost going to be non-existent. On Sunday, federal officers made an immigration arrest outside one of his restaurants. What would you say to the president that you voted for? He sold to me that he is a businessman and that he will be making business decisions. Do you regret your vote? J'ai commencé avec Chef Créole, c'est qui? Chef Créole, de son vrai nom, Wilkinson, de son petit nom, Ken Séjour. Donc, Wilkinson Séjour, c'est un haïtien. Je reconnais les noms de famille de mon pays, ok? Est un chef et entrepreneur caribéen très connu à Miami. Il est le fondateur de la chaîne de restaurants Chef Créole. Il a fait plusieurs restaurants un peu partout dans le secteur en Floride. Donc, tu sais, on va dire qu'il fait ses efforts pour s'en sortir. Spécialisé notamment dans les fruits de mer et une cuisine inspirée des traditions créoles et haïtiennes. Il faut le rappeler,
C'est pas juste haïtien. Des fois, quand tu vas voir certains de son menu, tu vas dire, ah, c'est Haïti. Non, c'est pas haïtien. Il est dans les Caraïbes, ok? Mais on utilise les mêmes éléments. Ses origines. Wilkinson Séjour est né aux Bahamas de parents haïtiens. On voit? Est-ce que vous comprenez un peu plus maintenant? Il est né aux Bahamas. Ses parents sont haïtiens. Parce que oui, nous les haïtiens, on est partout. On est partout. On est comme l'épice Maggi. On se retrouve partout et on s'installe et puis nos origines se font leur trace. Il a grandi à Miami et a commencé très jeune à apprendre la préparation des fruits de mer auprès de sa famille. Avec son frère Jude Pierre, aujourd'hui décédé, il a ouvert le premier restaurant Chef Créole en 92. On faisait quoi en 92? Je pense qu'on apprenait nos couleurs. Rouge, ça c'est rouge, 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 rouge. On apprenait nos couleurs en 92? Oui. Sinon, il y en a qui n'étaient pas nés. C'est possible aussi. Son empire, Chef Créole, l'entreprise est devenue une véritable institution de Leader Haïti à Miami. En effet, en Floride, à Miami, il y a un secteur à Miami, il y a Leader Havana, Leader Havana, Cuba, et les Haïtiens, en rentrant aux États-Unis, on a pris aussi nos marques. Il y a un secteur qui s'appelle Leader Haïti, donc Petite Haïti. Et quand tu arrives là, c'est vraiment Haïti. Avec la température qui vient et tout. La seule différence, on a l'électricité tout le temps là-bas. Donc, ouais, ça a été dit. Avec plusieurs établissements, dont un à l'aéroport international de Miami. Donc, Chef Créole, à l'aéroport de Miami, si vous allez, il a encore son établissement, il y a Chef Créole que vous pouvez goûter sa nourriture. Donc, pour être dans un coin à l'aéroport, ça veut dire qu'il a bien travaillé. Le restaurant est devenu suffisamment connu pour attirer des célébrités et être présenté dans certaines émissions et médias culinaires. Pourquoi il fait parler de lui actuellement? Actuellement, c'est dommage pour lui. Il ne fait pas parler de lui pour son travail de la cuisine, de tout ce qu'il a fait comme entrepreneur. C'est pour des choix personnels et c'est dommage pour lui. C'est surtout son histoire autour de Donald Trump et du TPS haïtien. TPS, Temporary Permanent Service, là, le visa temporaire qui était remis aux Haïtiens. Et puis, il y avait Haïtiens, il y avait Venezuela, je pense aussi, dedans. Ou non, c'était Colombie, et c'était Venezuela, je ne me rappelle plus, il y avait 3 pays, bref. En juillet 2026, Séjour expliquait avoir perdu plusieurs employés haïtiens à la suite de la fin des protections liées au TPS. Le TPS, c'est Temporary Protect Status. Statut temporaire. Donc, et quant à le statut temporaire, c'est temporaire, le mot le dit. C'était sur 2 ans. Il y en a beaucoup qui l'ont... Il avait déjà commencé à donner ce statut-là pour les Haïtiens lors du tremblement de terre en 2010. On imagine, ils ont ramené beaucoup ce statut-là pour les Haïtiens. Et il disait que cela augmentait ses coûts de main-d'œuvre. Parce qu'en effet, quand il avait les gens qui étaient sur le statut temporaire, ils sont des gens vulnérables face à lui. Donc, ça veut dire qu'il va leur donner des conditions de travail médiocres qu'il ne peut pas donner à des Américains. D'abord, remettons les choses dans le contexte. Wilkinson Séjour, connu sous le nom de Chef Créole, est un entrepreneur du secteur de la restauration à Miami. Qui est né aux Bahamas, de parents haïtiens. Depuis une décennie, il dessert plus ses entreprises d'inspiration haïtienne, caribéenne et créole. Son propre site présente d'ailleurs son concept comme un mélange de recettes familiales, d'influences caribéennes et de culture créole. Et son entreprise n'est pas une petite affaire de quartier. Selon Local 10, Séjour possède 7 établissements. C'est quand même beaucoup, hein? Chef Créole dans la région de Miami. Donc, lequel il parle de main-d'œuvre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui possède une petite cuisine avec 2 employés. On parle d'un véritable entrepreneur de la restauration. Et c'est là que le TPS entre en scène. En 2026, quand c'est l'administration de Trump a annoncé la fin
du Temporary Protect Status, donc le fameux TPS qu'on entend parler, que vous avez peut-être entendu parler, pour les Haïtiens, est devenu un énorme problème économique et humain. Le gouvernement américain avait décidé de mettre fin au TPS haïtien et après plusieurs batailles judiciaires, la Cour suprême américaine a finalement permis à l'administration de poursuivre cette terminaison. Et pour les entreprises qui employaient des bénéficiaires du TPS, ça change énormément de choses. Chef Créole en est l'exemple. Le 29 juillet 2026, Local 10 rapportait que Wilkinson Séjour avait déjà perdu 4 employés et qu'il anticipait une augmentation importante de ses coûts de main-d'œuvre. Il expliquait que ses coûts de travail, qui représentaient environ 23,5%, pourraient grimper jusqu'à 27 ou 28%. Et évidemment, qui finit par payer cette augmentation? Le restaurant, les employés et éventuellement le client. Mais alors, les Américains ne veulent pas travailler. C'est d'où ça vient tout ça? C'est là que la phrase devient intéressante parce qu'il faut arrêter avec cette idée simpliste. Les Américains ne veulent pas travailler. Non. Il faut préciser quel emploi que tu les offres, à quel salaire, avec quelle heure, avec quelles conditions, avec quelle possibilité d'évolution. Parce qu'une personne peut parfaitement vouloir travailler, mais refuser un emploi qui ne lui permet pas de payer son logement, son assurance, son transport et sa nourriture. Et ça, ce n'est pas être paresseux, c'est faire un calcul économique. Le vrai sujet, le prix du travail. Et c'est ici que le débat sur l'immigration devient beaucoup plus intéressant. Parce que lorsqu'un employeur dit « Je ne trouve pas d'Américains pour faire ce travail », mais j'ai immédiatement une deuxième question. Combien tu proposes? Parce que si tu proposes un salaire faible pour un travail difficile avec des horaires compliqués et peu d'avantages, et qu'ensuite tu trouves des travailleurs immigrés prêts à accepter ces conditions parce qu'ils ont besoin de travailler, alors le problème n'est peut-être pas l'absence de travailleurs. Le problème peut être le prix auquel tu veux acheter le travail. Et ça, c'est complètement différent. Mais attention, ne confondons pas TPS et immigrant illégal. Et ici, je veux faire une précision importante. Parce que beaucoup de gens mélangent volontairement ou involontairement les termes. Une personne bénéficiant du TPS n'est pas automatiquement un immigrant illégal. Donc, il a le droit de travailler, il paye ses taxes reconnues, il est enregistré. Just saying. Le TPS est justement un statut permettant à certaines personnes originaires de pays désignés de rester temporairement aux États-Unis et lorsqu'elles remplissent les conditions d'obtenir une autorisation de travail. Le gouvernement américain a lui-même décrit le TPS comme une protection temporaire accompagnée d'une possibilité d'autorisation d'emploi. Donc dire « ils emploient des illégaux grâce au TPS » est une formulation trompeuse. Et si on veut critiquer Chef Créole, on peut le faire sans raconter n'importe quoi. Et l'histoire du jambalaya. Autre polémique qui circule, Chef Créole vend du jambalaya. Et certains internautes lui reprochent de présenter ses plats dans un univers créole haïtien. Alors là aussi, nuance. Le jambalaya est historiquement associé à la Louisiane et aux traditions culinaires créoles et cajun. Ce n'est pas un plat qui peut être présenté simplement comme de la nourriture afro-caribéenne. Et Chef Créole lui-même explique que son concept mélange différentes influences caribéennes et créoles. Donc, si quelqu'un veut lancer le débat sur l'appropriation culturelle, il faut être beaucoup plus précis. Parce que jambalaya égale nourriture afro-américaine volée au noir. Donc, non, l'histoire culinaire de la Louisiane et des Caraïbes est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a une autre question qui me dérange, et c'est celle-ci. Pourquoi certains entrepreneurs immigrés deviennent soudainement très favorables à la protection des travailleurs immigrés lorsque leur propre entreprise commence à en subir les conséquences? C'est une question légitime que je me pose et qu'on devrait tous se poser. On peut être favorable au TPS, on peut considérer que les Haïtiens doivent rester aux États-Unis, mais il faut aussi avoir une discussion honnête sur les conditions de travail offertes aux immigrés.
Et cette discussion ne concerne pas seulement les Haïtiens. Elle concerne aussi certaines entreprises de construction, la restauration, l'agriculture, le nettoyage, les salons de beauté, certaines boutiques de tresse et toutes les industries où la vulnérabilité administrative de travailleurs peut malheureusement devenir un outil de pression. L'exploitation des immigrés existe. Et ça, ce n'est pas une invention. Des organisations et des autorités américaines ont documenté des situations de vol, de salaire et d'abus envers des travailleurs immigrés. Par exemple, en 2025, le procureur général du Colorado avait publiquement averti les employeurs de leur obligation légale face à une hausse de signalements de vol de salaire et d'abus visant les immigrés. Donc oui, l'immigration peut être utilisée comme une source de main-d'œuvre vulnérable, mais attention, ça ne signifie absolument pas que tous les entrepreneurs immigrés exploitent leurs compatriotes. Ça signifie simplement qu'il faut arrêter de faire semblant que le problème n'existe pas. Ça existe et c'est un fait. Et c'est là que les discours deviennent intéressants dans tout ça, guys. Parce que la même personne peut dire « les Américains ne veulent pas travailler » alors qu'une autre façon de présenter la situation serait « je n'arrive pas à recruter suffisamment de personnes au salaire que mon entreprise peut actuellement offrir ». C'est pas la même chose. C'est pas que les Américains ne veulent pas travailler. C'est que le salaire que toi et les conditions de travail que tu veux offrir aux Américains n'est plus dans la ligne. Ils se sont battus depuis des années pour avoir des meilleures conditions et toi, tu veux les ramener à l'ancienne. C'est sûr, ça ne marche plus. Vous voyez la différence? C'est plus la même chose. La première phrase accuse le travailleur. La deuxième phrase décrit un problème économique. Et moi, je préfère la deuxième phrase. Parce qu'elle oblige l'employeur à regarder aussi sa propre politique salariale. Et les Noirs américains dans tout ça. Et là, on touche à un autre sujet. Parce que dans beaucoup de communautés noires américaines, il existe une frustration très réelle lorsqu'on entend constamment « les Noirs américains ne veulent pas travailler ». Mais lorsqu'on propose certains emplois avec des salaires faibles, des horaires difficiles et peu de perspectives, les gens répondent « payez-nous correctement, c'est le minimum ». Et ce n'est pas la même chose que « je ne veux pas travailler ». Un travailleur peut vouloir travailler et vouloir être correctement rémunéré pour le travail qu'il va faire. Les deux peuvent parfaitement coexister. Le piège politique. Et maintenant, parlons politique un petit peu, juste un tout petit peu, guys, pas trop. Parce que ce qui rend cette histoire particulièrement ironique, c'est que le débat dépasse complètement Chef Créole, Wilkinson. On arrive au fameux « j'ai voté pour eux », mais je ne pensais pas que leur politique allait me toucher. Mais quand tu votes pour quelqu'un, tu sais que tu es d'accord avec ses idées et avec son projet et tu es conséquent dans son plan, ça doit te toucher. Sinon, pourquoi tu vas voter pour eux? Et ça, c'est un phénomène politique vieux comme le monde. Tu peux soutenir une politique lorsqu'elle concerne quelqu'un d'autre, puis découvrir que la politique finit par toucher ton entreprise, ton emploi, ta carrière ou ta communauté. Et soudain, le problème devient personnel. Je ne pensais pas que ça arriverait à moi. C'est peut-être la partie la plus ironique de toute cette histoire. Parce que les politiques publiques ne viennent pas avec une clause disant cette mesure s'applique à tout le monde, sauf à toi, parce que tu possèdes 7 restaurants. Des fois, on a le sentiment, le sentiment de dire « Ah, mais pour moi, tout va bien, moi, j'ai pas de problème, je me plains pas. » Pour le moment, tout va bien pour toi, tu te plains pas. Mais arrive que dans ta cour, on lance une roche et puis on brise sa fenêtre, ça va te toucher aussi. Et c'est sur ça qu'il est tombé. Une politique d'immigration, c'est une politique d'immigration. Et lorsqu'elle change, les conséquences touchent également les entrepreneurs qui dépendent de cette main-d'œuvre. C'est précisément ce que l'on voit aujourd'hui avec Chef Créole. Il explique lui-même que la perte de travailleurs haïtiens protégés par le TPS augmente ses coûts de main-d'œuvre et pourrait entraîner une hausse des prix.
et ils voient comment c'est. Mais voici mon vrai problème avec cette histoire. Ce n'est même pas Chef Créole, ce n'est même pas Trump, ce n'est même pas le TPS. C'est cette tendance à utiliser les immigrés comme solution économique, puis à les traiter comme un problème politique. Quand on a besoin d'eux, ils travaillent dur, right? Quand ils font tourner les restaurants, ils sont indispensables, n'est-ce pas? Right? Are we still there? Quand ils nettoient les hôtels, personne ne veut faire ce travail. Quand ils construisent, ils sont essentiels à notre économie. Mais quand vient le débat politique, ils prennent les emplois. Mais quand on les fait partir, soudainement, mais les autres veulent plus ces emplois-là. C'est pas des emplois. We don't want that. Ce qu'on nous offre, c'est pas ce qu'on veut. Mais là, maintenant, il y a quelqu'un qui doit le combler. Eux autres, vous les avez retirés, ces emplois. Quelqu'un doit le combler. Et lorsque leur statut est menacé, tout à coup, les mêmes entreprises découvrent « Mais attendez, nous avons besoin de ces travailleurs. » Alors non, je ne vais pas dire « Tous les entrepreneurs haïtiens exploitent les Haïtiens. » Ce serait absurde de dire ça. Je ne vais pas non plus dire « Tous les Américains veulent travailler, mais sont victimes des immigrés. » Ce serait toujours aussi absurde. La réalité est beaucoup plus intéressante. Le marché du travail est une négociation. L'employeur veut payer le moins possible. Le travailleur veut gagner le plus possible. Et lorsqu'un travailleur est vulnérable à cause de son statut migratoire, son pouvoir de négociation peut devenir beaucoup plus faible. Donc, toi, tu es nouvellement arrivé dans un pays, tout ce que tu veux, c'est trouver un emploi pour faire vivre ta famille. Tu n'as pas trop négocié. Alors que si tu es quelqu'un comme Doa, tu es dans le système, tu vas un petit peu plus négocier. Non, mais moi, je ne veux pas ça parce que je mérite ça. On va plus jouer à la chipie et c'est tout à fait normal parce qu'on est dans le système. Alors, quand quelqu'un dit « Les Américains ne veulent pas travailler », moi, j'ai simplement envie de répondre « Peut-être qu'ils ne veulent simplement plus travailler pour le prix que tu veux leur payer. » Et ça, ce n'est pas du tout la même phrase. Et concernant le fameux « Je ne pensais pas que ça allait m'arriver à moi », eh bien, bienvenue dans la politique, ok? Parce que lorsqu'on soutient une politique qui touche une catégorie de personnes, il faut toujours se demander « Et si demain, cette même politique venait frapper à ma propre porte ?» On en parle, on débat et surtout, on ne laisse personne penser à notre place. C'est ça qui s'appelle « on pratique notre discernement ». Donc, en effet, le chef créole, qu'est-ce qu'il a fait? Il regrette maintenant et puis il l'annonce. Il a voté pour Trump. Lui, dans ses idées, en votant pour Trump, il disait « Mais moi, j'aimais sa business, j'aimais sa vision de façon que lui, c'est un entrepreneur. » Il s'est dit « Je vais m'associer aux entrepreneurs. » En même temps, je ne peux pas le blâmer parce que le choix qu'il avait, c'est Kamala, la grosse conne, la grosse truche qui était vice-présidente avec Biden, qui a rien foutu, dont jamais rien, qui disait que maintenant, j'ai rien foutu avec Biden, j'étais une grosse conne, je faisais juste manger les saucisses comme mon frère, puis je veux maintenant le poste de président, alors qu'elle n'a jamais fait ses preuves, et il y avait Trump qui radote beaucoup. C'est ça le choix des Américains, guys. Ah, je vous vois pas. Et puis, oui, Trump radote beaucoup. Il était quand même, on sait que il radote beaucoup, mais je fais toujours plus confiance à Trump qu'à Kamala. Désolée, je ferai pas confiance à Kamala. Mais c'est une femme de what? I don't fucking care. Yo, vous avez vu Kamala, tout ce qu'elle faisait, elle avait toujours la bouche pleine, là. Elle était en backstage en train de manger les saucisses. Yo, désolée. I say what I say. Là, elle dit qu'elle va reposer sa candidature pour être présidente. I still don't trust that bitch. Pendant le temps que Trump est là, elle aurait pu se présenter, parler, montrer des associations. But non, elle est tellement incompétente et insignifiante. Même elle, moi, je me disais, elle aurait voulu faire un mouvement intelligent de femmes, comme pour dire, amener les femmes à la supporter. What you will do? Elle aurait essayé d'avoir Michelle Obama de son côté. Mais même Michelle Obama, qui a les votes, qui a la popularité, elle a regardé Kamala, elle a fait jamais. Jamais. Et à un moment, pour essayer d'avoir les votes, Obama était venu là. Barack Obama était venu en mode stressé. Il sentait qu'il n'avait pas les votes parce que vous avez mis la conne de Kamala dans votre parti. Et puis, il disait, hey, les noirs, black, vous devez voter pour elle. Mais elle n'est même pas une noire, c'est une indienne. C'est Tila qui doit voter pour elle. Elle est la race de Tila.
Donc, qu'est-ce que vous voulez avec les Noirs? Blague. Donc, je peux pas le blâmer complètement qu'il est allé vers Trump. Parce que Trump, oui, il a donné des points très sauvages. Oui, le monde sont très durs avec lui. J'ai vu des commentaires de Roland, le journaliste, qui a dit il mérite tout ce qu'il a, blablabla. Bla, bla, bla. Mais le choix qu'il y avait là, c'est le COVID ou le choléra. C'est ça que tu devais choisir. Tu disais, au moins le COVID, oui, je peux avoir le COVID quelques jours, je vais être malade, mais ça peut se faire. C'est vraiment ça le choix qu'ils avaient là. Comme, Kamala, c'est pas un choix là. J'espère pour les Américains, les prochains votes présidentiels, il y aurait des meilleurs choix que ça. Parce que clairement, Kamala, si tu te représentes, tu vas encore faire couler ton parti. Parce que t'es un choix mauvais, t'es mauvaise. Rien n'était bon, rien marchait. C'était compliqué son choix. Ça donnait la fatigue son choix. Quand j'écoutais Kamala dans les débats, même si je ne suis pas plus la politique que ça, j'étais comme ça. C'était compliqué. Et puis Trump, il s'amusait. Trump faisait de la comédie avec elle. Voilà, toi tu es noire ou tu es indienne? Trump! Trump aussi! On se rappelle que Trump, il a fait la télé-réalité. Il sait c'est quoi donner du choix. Oui, Trump a été désobligeant. Il a dit qu'il a envoyé plein de pics et plein de choses envers les Haïti et tout. Shitty whole country. Il dit des choses avec sa bouche, mais c'est un vieux sénile. Mais je regardais le vieux sénile de Trump et je regardais Kamala et j'étais comme... J'aime mieux aussi le vieux sénile de Trump, malgré tout, parce que où est-ce que les États-Unis sont, ça aurait été Kamala qui serait au pouvoir, ça serait encore pire. Je vous dis d'avance. Elle était vice-présidente avec un président qui était endormi tout le temps, parce que Biden, ça allait pas bien sa vie. Il était fatigué. Il pouvait pas rester réveillé. On regardait Biden est comme ça. Et puis tu vois la petite bave qui coulait tellement qu'il dormait. Et tu vois Kamala gère. Le gars, il dort. Tu peux gérer, t'es la vice-présidente. Elle a rien foutu. Là, maintenant, quand tu t'étais au poste, t'as rien foutu et tu demandes une augmentation. Yo, chienne, peu importe les hot dogs que t'as mangé, c'était pas assez compétent. Et quand j'ai vu qu'elle a même pas été capable de rassembler les femmes fortes, de mettre Michelle Obama de son côté pour la mettre vice-présidente, j'ai dit, c'est une femme déchet. She don't deserve to be president. President of what? Déjà, elle se représente pas comme noire. Même la communauté, comme elle est indienne, quand même, je la donne plus. Mais bref, this is what I have to say. Un petit peu de politique que j'ai faite. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Giorgio qui m'a dit de dire ça. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Oui, on accuse Giorgio dans les commentaires de dire Giorgio, il te dit dire des choses compliquées. Quand je parle de politique, c'est pas de moi que ça vient de Giorgio. Vous pouvez dire Giorgio, tu dis des choses vraiment, t'amènes des idées complexes à notre petite Doa. Doa était pas comme ça. Oui, vous pouvez accuser. Commencez à accuser Giorgio un petit peu. Juste pour faire la part des choses. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about